Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé, bien-être en direct tous les jours de lundi au vendredi de 15h à 16h. Alors comme tous les jours, dès 15h, il se tient prêt à mes côtés pour vous chouchouter, vous désangoisser s'il le faut. C'est le docteur Jimmy Mohamed. Ça se dit désangoisser ? Absolument pas, mais les auditeurs ont compris. Bonjour Mélanie, bonjour à toutes et à tous. Allez, au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier du jour sera consacré à un sujet qui tombe à pic en cette période de vacances scolaires, les conflits en famille. Que cela concerne des problèmes de communication dans le couple ou des disputes incessantes entre frères et sœurs par exemple. Dans cette émission, nous allons vous aider à sortir du cycle infernal des conflits. Notre invitée Anne-Catherine Sabat est psychanalyste, psychopraticienne. Elle nous décryptera dans un premier temps ce qui se cache bien souvent derrière ces disputes à répétition. Et puis, elle nous guidera évidemment avec ses meilleurs conseils pour retrouver une famille enfin paisible. Ensuite, comme tous les vendredis, nous retrouverons Benjamin Lévesque pour sa chronique beauté. Aujourd'hui, il part à la chasse aux pellicules. Pourquoi certaines personnes en ont plus que d'autres ? Et surtout, il va nous donner ses astuces, évidemment, pour s'en débarrasser, Jimmy. Enfin, par 15h50, nous retrouverons la chronique sexo de Catherine Blanc. Aujourd'hui, elle répondra à un auditeur qui se demande s'il est normal de n'avoir aucun désir d'être en couple un jour et d'avoir une envie profonde de papillonner éternellement. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1. Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on va commencer par cette question de Léo. Écoutons-la. Salut Mélanie, salut Jimmy. J'ai une petite question pour vous. J'ai fait du fitness l'autre jour en Zoom et en cours d'abdos fessiers. Depuis, je suis complètement bloqué au niveau du cou. Je ne sais pas du tout ce que j'ai fait, alors j'aimerais pas refaire l'erreur. Alors, qu'est-ce que vous me conseillez ? Alors, abdos fessiers, Jimmy, vu que vous ne savez même pas ce que c'est, j'ai proposé à Léo qu'on se tourne plutôt vers un coach sportif qu'on aime beaucoup ici à Sans Rendez-vous. C'est Alexandre Mallier. Écoutons ses conseils pour vous. C'est difficile pour moi de répondre comme ça à distance parce que je ne sais pas quel était le mouvement de base. Abdos fessiers, ça peut être est-ce qu'il était sur le côté gauche et donc du coup est-ce qu'il avait sa main gauche qui tenait sa tête et donc qui a dévié un petit peu ses vertèbres cervicales. Est-ce qu'il était à quatre pattes et donc c'est-à-dire qu'il était trop en flexion au niveau des vertèbres cervicales. Il y a plein de paramètres, mais en tout cas, voilà, ce que je peux vraiment conseiller, c'est à chaque fois qu'on fait quelque chose en Zoom, c'est de bien écouter toutes les consignes du professionnel. Et encore une fois, si vraiment ça persiste, d'aller consulter le médecin, d'aller faire soit des radios, si vraiment ça persiste. Il peut aller vers les étirements, mais si la pathologie, elle est dans le mauvais sens, il va plutôt accentuer la pathologie plutôt que de la réparer. C'était donc Alexandre Mallier, coach sportif et auteur du livre T12S, transformation en 12 semaines, paru aux éditions Larousse. Il était au micro de Valentin Piovesan. Jimmy, à présent, on va passer à une autre question, celle que nous a laissée Sarah. On l'écoute. Salut Jimmy, salut Mélanie. Moi, je vous appelle aujourd'hui parce que je tousse depuis quelques jours. Mon test Covid est négatif, donc mon médecin pense plutôt que c'est une rhino. J'ai vu des sirops contre la toux sèche en pharmacie et je voulais savoir si vous pensez que c'est une bonne idée ou sinon, qu'est-ce que je peux prendre d'autres. Voilà, merci pour votre réponse et continuez comme ça, j'adore votre émission. Merci beaucoup Sarah. Alors Jimmy, d'abord une toux en ce moment, ça peut vraiment être autre chose que le Covid parce qu'il y a vraiment de nouveaux virus, des virus de l'hiver qui circulent avec les gestes barrières quand même, c'est un peu étonnant. Alors oui, c'est pas de nouveaux virus, ce sont des virus qu'on avait un petit peu oubliés qui reviennent effectivement, plus de rhinopharyngite, plus de bronchite, plus de bronchiolite. Ça veut dire qu'on n'est pas impeccable sur les gestes barrières. Oui et non, parce ouais. que peut-être que l'origine de l'épidémie vient des écoles. À chaque fois que les écoles ont fermé, l'épidémie s'est améliorée. On les embrasse. Exactement. Donc tous les enfants sont malades, ils sont un peu fatigués, ils sont peut-être un peu plus stressés, ils font moins d'activité physique. Forcément, les gestes barrières, ça marche un peu moins bien. Et puis, peut-être qu'il y a aussi un phénomène d'écologie du virus. On avait vu pendant le premier confinement, et même chose pendant le deuxième confinement, lors des pics de coronavirus, tous les autres virus s'éteindre. Et je ne voyais que du coronavirus et strictement plus rien. Et là, on a l'impression que les chiffres qui ont tendance un peu à s'améliorer dans la médiocrité, évidemment, peut-être que laissent place à d'autres virus qui recirculent un peu plus. Et puis n'oublie pas que la gastroentérite se transmet par les mains et qu'on se lave un peu moins les mains et donc on peut tomber un peu plus malade. D'accord. Alors son médecin semble-t-il, lui, il n'y a rien prescrit de spécial. D'abord peut-être parce elle a une rhino et c'est ça le traitement pour la rhino, il n'y a rien de spécial en fait ? Oui, on fait des câlins. C'est viral, donc pas d'antibiotiques quoi, ça c'est sûr. On prend un peu de paracétamol pour la douleur, on lave le nez pour éviter d'avoir une otite en particulier chez les enfants ou une sinusite.
Et puis on prend de l'eau chaude, on boit, on se repose et on attend que ça passe, tout simplement. Et on se lave les mains parce que malgré tout, la rhino, elle est contagieuse. Donc si c'est pas le Covid, tant mieux pour vous. Mais vous avez le droit de coller la rhino à papy et mamie, qui derrière va faire une vraie bronchite et peut-être être hospitalisé pour une simple rhinopharyngite. Bon. Donc attention, il y a le Covid, mais pas que. Vous avez bien calmé avec la rhino quand même. Alors Jimmy, sans traitement particulier, Sarah, comme beaucoup de gens, elle se tourne vers des médicaments sans ordonnance, notamment ces sirops qu'elle cite antitussifs, qui sont délivrés comme ça sans prescription. Votre avis là-dessus, ça vaut quoi Demandez conseil à votre pharmacien, il pourra déjà dans un premier temps vous aider. Les sirops, lorsque la toux est sèche, peuvent vous aider si cette toux vous empêche de dormir. En revanche, si la toux est grasse et que vous avez des glaires, surtout pas de sirop contre la toux. La toux est un mécanisme de protection, de Donc défense. il faut cracher, il faut que ça sorte. Pour sortir les sécrétions, c'est un peu de la kinésithérapie que vous faites tout seul. Donc pourquoi pas, mais il y a des alternatives qui coûtent moins cher, qui sont plus naturelles, comme le miel. On a fait des études où on a donné du miel versus des trucs sans ordonnance. Eh bien, le miel fait mieux que les sirops contre la toux, les médicaments qu'on peut prendre à la pharmacie. C'est naturel, il y a peu d'effets secondaires. Achetez du miel bio. Un bon thé chaud avec du miel bio. Oui, ça fera du bien à tout le monde. Et puis, on peut acheter local, même si ça coûte un peu plus cher, c'est un investissement. Et pour terminer, juste rapidement, la rhino, ça dure combien de temps en temps normal? Une rhino qui va passer toute seule? Au minimum une semaine. La seule chose, c'est que j'ai l'impression que les organismes sont un peu mis à rude épreuve et donc ça dure un peu plus longtemps. Les gens sont très abattus. Donc on peut une semaine, 10 jours, ça peut traîner, mais ça finit toujours par passer. Merci beaucoup, Jimmy. Alors, si vous aussi, comme Sarah qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions au 39 21, 50 centimes d'euros la minute, surtout, pas d'hésitation. Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed. Très heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir notre invitée pour le dossier du jour. C'est vous, Anne-Catherine Sabas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes psychanalyste, psychopraticienne. Vous êtes également l'auteur du livre Une famille enfin paisible, sortir du cycle des conflits, qui a été publié donc aux éditions du Rocher. Et c'est donc notre sujet aujourd'hui. En plus, ça tombe bien, on est quand même en pleine période de vacances scolaires. Et même si les vacances, c'est chouette en famille, ça peut être aussi malheureusement une guerre quotidienne avec un enfant ou même dans la fratrie, avec son mari. Enfin, justement, Anne-Catherine, on va démystifier tout de suite le propos. Vous êtes une spécialiste de la gestion des conflits familiaux, mais même chez vous, dans votre foyer de grande spécialiste du sujet, il y a eu des conflits. Rassurez-nous, vous êtes normale. Alors, je pense être normale à ce niveau-là. Il y en a eu, je pense même qu'il y en aura encore. C'est un gros risque. Et c'est une des raisons d'ailleurs qui m'ont invitée en fait, à réfléchir vraiment au sujet, au-delà de tous les patients que je recevais et qui me racontaient leurs histoires de guéguerre quotidienne avec les uns les autres. Il m'est arrivé, moi, de me dire, mais comment je vais pouvoir sortir de ça? Et ça a donné des réflexions, des trucs, des astuces que je partage et qui fonctionnent. Et justement, pour nos auditeurs qui sont peut-être en ce moment dans ce cycle infernal avec un enfant avec qui ça se passe pas tellement bien, un mari aussi, à qui on n'adresse plus la parole, il faut savoir que c'est important d'essayer de sortir de cette crise parce que c'est mauvais pour notre santé physique et psychique. Oui, alors le stress, à la base, c'est quelque chose qui peut être positif. Le stress, ça peut être dynamisant jusqu'à une certaine limite. Au-delà d'une certaine mesure, ça devient, ou par exemple un stress chronique, ça va endommager l'organisme, ça va amener toute sorte de troubles qui vont dépendre aussi de vos fragilités. Pour certains, ça va être le mal de dos, classique, j'en ai plein le dos. Pour d'autres, ça va être les difficultés de concentration, les difficultés à dormir, les gens qui vous disent « Oh là là, je me suis disputée hier avec mon mari et j'arrive pas à digérer, je l'ai pas digéré », ce genre de choses. Donc le stress, il faut réussir à en sortir dès qu'on identifie que ça commence à nous mettre en danger. Alors justement, la famille, c'est pourtant à la base censé être notre havre de paix, mais ça peut vraiment en même temps être un lieu d'extrême violence. Pourquoi? Et pourquoi aussi c'est normal, vous dites, je crois. Alors c'est ce que nous dit Cyrulnik, la famille, ce havre de paix qui est aussi le lieu de la violence extrême. En fait, la violence, elle vient de plusieurs choses. Elle vient du fait qu'on va ressentir certaines frustrations comme violentes. La famille, c'est le lieu qu'on investit en général le plus en termes d'attente. On attend des choses de notre famille. On attend que la chair de notre chair, les gens qui sont de notre sang nous comprennent, nous aiment, nous soutiennent. J'entends beaucoup d'histoires de gens qui me disent il s'est passé ça dans ma vie, j'ai divorcé, j'ai été licenciée et j'ai pas pu compter sur mes parents. On attend des choses de notre famille. Donc les déceptions sont à la mesure de nos attentes, la frustration aussi, et l'amour qui est déçu, c'est un secret pour personne, parfois se transforme en haine. La haine n'étant finalement que l'expression malheureuse d'une blessure, d'une déception.
Alors, vous dites que toutes les crises familiales, si on le veut, peuvent s'avérer être des opportunités. Pas évident à comprendre hein, sur le des départ. Des opportunités de quoi? De divorce, de catastrophe. Mais alors, Jimmy voit toujours le mal partout. Si on parle de crise familiale, j'ai du mal à voir le côté positif de la chose. Ouais. Alors en fait, il faut déjà s'entendre sur ce que c'est qu'une crise. Une crise, à la base, c'est un événement soudain, donc on n'a pas prévu, qui vient nous déranger, qui vient déranger une certaine harmonie, qui n'était pas forcément bonne d'ailleurs. La crise, elle vient bouleverser un équilibre. On fonctionnait d'une certaine façon avec notre conjoint, nos enfants, et puis à un moment donné, il y en a un, ça peut être nous d'ailleurs, qui trouve que ça ne peut plus fonctionner comme ça, qu'il en a marre. C'est les gens qui vous disent « ça fait 20 ans que je supporte ça », et là, c'est plus possible. Et là, il y a une crise, il y a un bouleversement. Alors, cette crise, évidemment, si on s'y arrête, ça peut être une opportunité de rupture. On n'arrive pas à comprendre que l'autre puisse nous demander de changer. Vous voyez, le divorce, ça peut être une opportunité, Jimmy. Je vous en prie, c'est là, moi, laissez-moi tranquille. Je ne parlais pas de vous. Ah oui, bien sûr, mais vous m'avez fait un signe. C'était pour revenir à votre question. Oui. Parfois, certains me disent « enfin, ça y est, ma femme a demandé le divorce ». C'est vrai. Ouais. Mais bon, on n'est pas là surtout pour parler de ça, on est surtout là pour aider les gens à s'entendre. Et éviter le divorce, effectivement. Et éviter le divorce. Alors, une opportunité de quoi? Une opportunité déjà de comprendre ce qui se passe. De comprendre peut-être que la personne avec qui on vit, ça fait 10 ans qu'elle a un souhait qu'elle n'a jamais réussi à exprimer et qu'il serait peut-être temps qu'on arrive à comprendre qui on a en face de nous. Ça peut être aussi une opportunité pour réfléchir à notre propre attitude. Parce que si l'autre en peut plus depuis 10 ans, c'est peut-être qu'on a fait quelque chose aussi qui l'embête. En fait, réfléchir aussi pour mieux comprendre nos enfants, c'est toujours une opportunité, ça aussi. Et donc pour mieux communiquer, parce que si on veut comprendre, il faut interroger, il faut poser des questions, il faut s'exprimer, il faut exprimer un peu plus ses sentiments, ses besoins, ses émotions. Et donc oui, on voit l'opportunité maintenant, c'est plus clair avec ce que vous venez de dire. Alors d'ailleurs, on va parler beaucoup d'enfants dans cette émission et on va préciser peut-être une chose dès le départ, que ça concernera aussi bien nos enfants biologiques que ceux de nos conjoints, parce qu'au final, le cycle infernal, il est possible de s'en libérer, y compris quand c'est l'enfant de son conjoint, quand dans les familles, je pense, recomposées. Là aussi, c'est très important de lutter contre ce cycle infernal des disputes. Oui, parce qu'une famille recomposée, c'est une famille. Ça veut dire qu'au jour le jour, vous allez croiser les enfants de votre conjoint et on va pas se dire je m'en fous si ça se passe mal, c'est pas le mien, ça c'est pas. Voilà, et de la même façon, l'enfant, l'ado va vous dire de toute façon, toi t'es pas ma mère, et il aura raison. Alors vous n'êtes pas sa mère, mais vous êtes quand même un adulte, donc à ce titre-là, vous avez aussi un rôle éducatif. Et même si vous n'êtes pas sa mère, vous pouvez tout simplement l'apprécier, l'aimer et avoir envie que sa vie aille bien, parce que c'est aussi ça être parent. C'est quand même aider nos enfants à être heureux dans la vie. Et justement, pour sortir de la souffrance d'un conflit familial, il faut d'abord commencer par le comprendre. On a tendance à l'oublier, ça. Il faut comprendre pourquoi il y a un problème. En tout cas, il faut essayer de comprendre. Je crois qu'il y a des choses qu'on ne comprendra jamais. Moi, je dis parfois à mes patients, on peut passer 10 ans d'analyse et il y a des choses qui nous échapperont. On ne comprendra pas pourquoi, à un moment donné, la chose s'est résolue. On n'a pas toutes les ficelles. En revanche, essayer de comprendre, c'est déjà se regarder soi-même, c'est-à-dire se remettre en question soi-même et donc passer parfois d'une attitude ou stressée ou arrogante à une attitude d'humilité. Et ça, c'est très important dans une relation. Et puis, c'est montrer à l'autre qu'on veut bien faire. C'est montrer à l'autre qu'on a envie de s'entendre avec lui. Dans votre livre, vous évoquez l'Ubuntu, je ne sais pas si je le dis bien, une notion qui fut un des phares de la vie de Mandela, c'est briller sans éteindre l'autre. On peut essayer d'instaurer ça en famille. C'est quoi précisément l'Ubuntu? Alors en fait, ça veut dire, je crois, je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous. En gros, nous sommes interdépendants et si chacun trouve sa place et que cette place est respectée par les autres, chacun va pouvoir briller, c'est-à-dire devenir qui il est, comme disait Nietzsche, et faire bénéficier en fait la communauté de ses qualités, de ses dons, de ses talents. Anne-Catherine, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez avec nous. Sans rendez-vous, 15h-16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors aujourd'hui, notre invitée, c'est vous, Anne-Catherine Sabas. Vous êtes psychanalyste, psychopraticienne. Vous êtes également l'auteur du livre Une famille enfin paisible, sortir du cycle des conflits, publié aux éditions du Rocher. Notre sujet aujourd'hui, Anne-Catherine, on va parler du pardon à présent. Pas du point de vue religieux, bien sûr. D'abord, vous écrivez qu'aucune réparation n'est possible si l'on s'obstine à nier la blessure. Et vous donnez l'exemple dans votre livre du petit Léo, 7 ans, qui va nous parler à tous. Racontez-nous. Alors, le petit Léo a volé dans le porte-monnaie de sa sœur. Et le plus triste, c'est même pas que sa sœur lui en veut. Le plus triste, c'est que lui est convaincu que sa sœur ne l'aimera plus jamais. Il a honte. Il a
l'impression d'avoir perdu l'amour de sa sœur et il ne sait pas comment réparer. Parce que l'argent, évidemment, il l'a dépensé pour acheter des bonbons. Donc, il ne peut pas le faire réapparaître. Et la question qu'on va se poser, c'est comment déjà il peut aller exprimer en fait à sa sœur à quel point il est désolé. Il y a une phrase magique, moi, que j'aime beaucoup conseiller aux gens, c'est pas pardon, je suis désolée, parce que souvent, pour notre orgueil, c'est un peu difficile de dire je suis désolée, c'est comme si on reniait ce qu'on a fait. Mais on peut dire, mon intention, c'était pas de te blesser, je suis désolée de t'avoir blessée. Et à partir de ça, il va réfléchir avec sa sœur et avec l'aide des parents, quoi faire pour montrer à sa sœur, pour lui prouver en fait qu'il veut essayer de réparer. C'est-à-dire, en échange de cet argent que je t'ai pris pour acheter des bonbons qui sont mangés depuis longtemps, qu'est-ce que je peux faire? Quel service je peux te rendre pour, en quelque sorte, payer ma dette? Et ça, c'est très important, parce que s'il y a une réparation, ça permet à la personne qui a été blessée ou lésée ou volée ou flouée de pouvoir effacer l'ardoise. Sinon, c'est compliqué. D'où l'importance de ne pas dire que c'est un voleur. Et la notion de réparation est intéressante. Et autre situation problématique pour de nombreux parents, quand c'est la bagarre entre des frères et des sœurs. Il connaît Jimmy, 3 garçons. Je vous dresse un petit peu le tableau. Je pense que des bagarres, il y en a quelques-unes. Et c'est vrai que c'est pénible parfois à supporter. C'est même tout le temps pénible. Et vous donnez l'exemple de Marie-Jo et ses 2 fils qui a fini par poser un ultimatum. Oui, parce que on est évidemment influencé par l'ambiance dans laquelle on est. Quand vous vivez avec des gens paisibles, qui s'entendent bien, ça vous met de bonne humeur, ça vous rend joyeux. Et à l'inverse, vivre dans une ambiance agressive, ça peut être d'ailleurs en famille, mais autre part aussi. Quand vous assistez dans le métro à 2 personnes qui se disputent, c'est extrêmement désagréable et on sort de ça, on a l'impression d'avoir été agressé, simplement parce qu'on a été témoin. Ça s'appelle le syndrome vicariant, entre parenthèses. Donc, quand, en tant que parent, vous êtes confronté à ça, à un moment donné, vous avez envie que ça s'arrête. Alors, vous ne pouvez pas mettre un enfant dans une pièce et l'autre dans l'autre. Ils interagissent, vos enfants. Et dans l'exemple que je raconte, en fait, la maman, à un moment donné, a dit, si vous n'arrêtez pas, moi, je vais dîner ailleurs. Je pars. Ça m'est déjà arrivé de le faire, mais je crois qu'ils ne m'ont pas cru. Donc c'est pas... et parfois, ça peut être une solution. Ça peut être un acte qui montre que là, c'est plus possible. Donc, claquer la porte, vraiment. Oui, vous tout à incitez fait. les parents éventuellement à le faire. Vous savez, je crois que quand il s'agit de conflits, on a souvent tendance à vouloir tout résoudre tout de suite. Mais quand on est 2 à être en colère, blessés, qu'on boude, on ne peut pas résoudre. Donc parfois, on peut avoir l'impression que c'est un échec sur le moment, mais dire, écoutez, moi j'en ai marre, je vais aller respirer 1 heure dehors, ça peut être très positif, parce que ça permet de baisser la pression. La personne qui va marcher 1 heure, elle se calme. Les autres se disent, mince, on en est quand même arrivé loin, là c'est un peu dommage. Et il y a quelque chose qui peut redémarrer différemment après. Ça peut être une option, en effet. La frontière est mince entre l'ultimatum et la menace, non? Parce que là, dire si vous ne faites pas, je vais m'en aller. 1 heure, elle n'a pas dit je vais m'en aller pour toujours. Oui, mais même, je pense que je sais pas. Moi, j'ai du mal. Je me dis, si je dis ça, je vais entraîner peut-être un sentiment d'abandon. Mon père est parti parce que on s'est bagarré. Est-ce que ça peut pas être contre-productif? Parce qu'on n'a pas tous les nerfs pour dire je vais. Dans ces moments de conflit, en plus, il a un bébé de 1 an au milieu, donc il ne va pas le laisser au milieu des autres. Bien sûr. Évidemment. Mais la frontière entre l'ultimatum et la menace, elle est parfois un peu... Alors, je crois que tout ça, c'est des mots, parce que la vie, parfois, elle vous menace. Si vous arrivez en retard 3 fois de suite au travail, la 4e fois, votre patron va vous dire, écoutez, si vous continuez, alors est-ce que c'est un ultimatum, une menace ? Bon, je crois que c'est pas très important de savoir de quel terme exactement il s'agit. Ce qui est important, c'est de réaliser, c'est que notre parole, elle peut réparer beaucoup de choses et elle peut dissiper les malentendus. C'est-à-dire que dans l'exemple de cette maman qui part 1 heure, elle peut en revenant dire je vous aime, je reviens. Est-ce que là on peut discuter correctement? Et après expliquer que les enfants ne sont pas responsables de tout. Mais quand elle revient, c'est le moment peut-être d'instaurer un paysage différent, parce que vous dites dans votre livre aussi que les émotions, elles sont contagieuses. Donc en fait, si maman revient après 1 heure de respiration, ça va mieux. Maintenant, on peut parler, tous les enfants qui se disputent ensemble, venez, on se pose, et là, on fait quelque chose d'agréable ensemble. On change le paysage et on sort du cycle de conflit, c'est ça? Absolument. On voit souvent dans les familles, surtout chez les hypersensibles, une espèce de contagion comme ça. C'est-à-dire que dès qu'un parent rentre fatigué parce qu'il a des soucis de travail par exemple, il peut être sûr que le soir il va y avoir des problèmes avec un des enfants qui est hypersensible. Comme si l'hypersensible captait le stress de son parent et que c'est insupportable pour lui. Donc il essaie de s'en défendre. Alors, ou il va lui-même être hypersensible et ne rien supporter, ou il va en vouloir à l'autre de le polluer avec quelque chose finalement qu'il ne maîtrise pas. Et donc il va le rejeter. Est-ce que la bagarre entre frères et sœurs, les chamailleries, ça peut être utile pour leur mode de fonctionnement, pour l'éducation? Est-ce qu'il y a des vertus Des bagarres utiles. Des bagarres utiles entre frères et sœurs?
Alors moi, j'ai tendance à essayer de trouver toujours une utilité aux choses qu'on ne peut pas éviter. Je crois que l'utilité, s'il y en a une, c'est que ça apprend à prendre sa place par rapport à l'autre. À condition, évidemment, qu'on arrive quand même à une entente. C'est-à-dire que dans le cadre d'une famille ou deux frères et sœurs... Puis qu'on finisse pas toujours perdant. Mais voilà, c'est ça. C'est-à-dire que là, si on finit perdant, ce qu'on va retenir de la leçon, c'est qu'en fait, l'autre est toujours plus fort que nous. Donc c'est pas bon. En revanche, être amené à devoir trouver sa place, parce que qu'est-ce qui se passe? Mais il faut faire attention à la compétition, vous dites quand oui. même. Hein. Alors la compétition, elle est en même temps incontournable dans la nature. Oui, entre frères et sœurs, ouais. Voilà. Mais on revient à Ubuntu de tout à l'heure, c'est-à-dire que si chacun trouve sa place et trouve pourquoi il est fait, il n'y a pas vraiment de compétition possible. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est bon en maths, l'autre il est moins bon en maths, mais il va être bon en français. Et donc on peut valoriser chacun en fonction de ses qualités et réaliser que bah oui, il est moins bon en maths que son frère. Et alors? Mais oui. Anne-Catherine, on va continuer bien sûr cet entretien dans quelques minutes. Europe 1, Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed. Vous êtes sur Europe 1 dans Sans Rendez-vous. Elle nous accompagne cet après-midi. C'est vous, Anne-Catherine Sabas. Je rappelle que vous êtes psychanalyste, psychopraticienne. Vous êtes également l'auteur du livre Une famille enfin paisible, sortir du cycle des conflits, publié aux éditions du Rocher. Je l'ai dit, on va donc passer à un sujet sensible. Enfin, toutes les crises, toutes les disputes sont sensibles, mais la gestion des conflits avec un adolescent. D'abord, il faut peut-être comprendre qu'un ado, eh bien oui, c'est un bébé d'amour qui est submergé par des poussées hormonales. Il a grandi. Et oui, c'est difficile pour nous, mais c'est difficile surtout pour eux. Oui, c'est difficile pour eux. Alors, c'est difficile pour tous les enfants. Moi, je dis souvent aux enfants, c'est pas simple. Tu dois apprendre plein de choses en même temps. Tu dois ressembler aux autres, mais pas trop quand même, parce qu'il faut que tu sois toi-même. Et donc, à l'adolescence, il y a en plus les poussées hormonales. Donc, ça complique encore plus les choses. Et c'est le moment où on a besoin de trouver souvent son appartenance à un clan. Les copains, le club de sport, pourquoi pas un groupe de musique, et en même temps de bien vérifier que l'amour de papa-maman, de la famille, de la cellule familiale est bien là. Donc ça fait des allers-retours. On cherche à marcher tout seul, à prendre plus d'espace, de liberté, à montrer qu'on est capable, parce que c'est quand même un grand défi de montrer aux parents qu'on est capable de faire des choses tout seul, et puis souvent on se plante, donc on a honte. On a besoin d'être consolé, mais en même temps, on ne veut pas l'être trop parce que ça voudrait dire qu'on est encore un enfant. Bébé, oui. C'est très compliqué. Et les parents doivent accepter que l'évolution de leur enfant n'est pas linéaire. On a l'impression, parfois j'entends et qu'elle peut être un peu douloureuse aussi. Voilà, et puis on a des pas en avant, des pas en arrière, c'est normal. Nous, quand on apprend une langue, il y a un jour où on progresse, puis un jour où on oublie tous les mots. C'est normal. Donc vous dites qu'il faut effectivement cultiver la bienveillance, mais malgré tout, il n'est pas interdit d'interdire. Les ados et peut-être même les enfants d'une façon générale ont besoin de frustration. Car si la frustration, c'est pas nous qui leur apprenons, tôt ou tard, ils y feront face. Voilà, alors dans l'absolu, si on voulait un monde idéal, on imaginerait qu'on n'a pas besoin de frustration. Mais la réalité, c'est que la vie nous frustre. La vie nous frustre. On va mourir un jour, on va voir les gens qu'on aime mourir, on va voir... Avant ça, il y a plein de trucs super. Oui, quand bien même, sûr, mais on va voir... Oui, bien sûr, on va voir qu'il pleut alors qu'on avait prévu de faire un super pique-nique. Voilà, allons sur des exemples comme la météo. Voilà, ça, c'est bien. Donc on a des frustrations. Et le défi, bien sûr, c'est d'apprendre à les tolérer pour que, malgré le fait qu'il pleuve alors qu'on avait prévu un pique-nique, on puisse se dire, c'est super, c'est l'occasion de regarder ce film que j'attendais depuis si longtemps. Et nos enfants doivent apprendre ça. Mais nous, on a un système nerveux qui est mieux développé, normalement, et on a appris à être un peu plus philosophe. Pour eux, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, pour revenir à la question, il est interdit d'interdire, il est très recommandé d'interdire, parce que là aussi, la vie nous interdit des choses. Moi, c'est ce que je dis aux enfants. Moi aussi, ça m'embête parfois de m'arrêter au feu orange quand je suis pressée. Jimmy aussi, non? Ça vous embête? Non, je sais pas. M'arrêter au feu orange? Voilà. Non, mais c'est vrai qu'effectivement, on a besoin de cette... La circulation, ça peut vous agacer. Oui, non, mais on a des contraintes tous. Il faut qu'on les impose aussi aux enfants, qu'on leur apprenne. Et on a des contraintes, pourquoi? Parce qu'elles nous protègent. C'est-à-dire que si la voiture qui arrive en face ne s'arrête pas au feu et me rentre dedans, c'est moi qui vais être embêtée. Donc finalement, je suis très contente qu'il y ait des règles. Parce que les règles et le cadre, ça sert à nous protéger à la base. Alors parfois, honnêtement, face à un ado, moi j'en ai pas encore, j'ai un pré-ado, mais qui râle dès qu'on lui demande de ramasser le moindre papier de gâteau. On lâche. Moi je lâche l'affaire, je dis, c'est pas grave, tant pis pour éviter une énième dispute. Je vais le faire à sa place, mais là vous dites attention, quand on lâche comme ça l'affaire, c'est comme ça qu'on fabrique entre guillemets des petits tyrans. Ça veut dire quoi ça? Alors,
Ça m'a fait un peu peur, cette partie-là du livre. Oui, bon, j'aurais peut-être dû rajouter quand on lâche trop souvent l'affaire. Oui, mais parce je que crois que c'est le cas pour Mélanie. Vu ce qu'elle raconte là, à mon Je avis. suis un peu maman poule laxiste, hein, mais bon, allez-y, expliquez-nous. c'est eux qui vont souffrir après, Bah parce que oui. quand ils vont arriver loin de vous et qu'ils vont se rendre compte que le papier ne se ramasse pas tout seul, ça va être un apprentissage. Ouais. Parce que là aussi, notre but en tant que parents, c'est que nos enfants puissent un jour se passer de nous. C'est très ingrat parce qu'on les élève pour qu'ils nous quittent. Hein. Mais s'ils n'apprennent pas à prendre en charge des petites choses de la vie quotidienne, ça va être compliqué après parce qu'ils vont imaginer que tout leur est dû et qu'il y a toujours une espèce de petite fée ou une formule magique qui fait que les choses se font toutes seules. Ouais. Et non, dans la vie, les choses se font rarement Ouais, mais toutes comment on seules. évite la dispute alors? Parce que franchement, ramasser le papier de gâteau tous les jours, il le fait pas. Comment on y arrive alors pour éviter la dispute et qu'il ramasse le papier surtout? Vous pouvez en parler avec lui, Ouais. hein, lui demander qu'est-ce que tu veux qu'on mette en place, hein. J'ai essayé je retire 1 euro de ton argent de poche à chaque fois que je trouve un papier, mais bon, il s'en fout. C'est pas grave. Il y a peut-être une autre solution. Hein. Mettre les affaires, justement, les papiers dans son lit pour qu'il Ah comprenne. oui, Est-ce ça que- c'est est-ce que- Benjamin Lévesque qui nous avait confié ce petit de faire truc-là ça, pour ou dans les son cartable, dans sa trousse, comme les ça. gens quand un il vient peu à l'école, désordonnés. Oui, vous avez raison, c'est une bonne idée. C'est je sais pas si c'est très éducatif. Hein, J'aime la bien, vue de ce moi. truc, mais bon. Vous savez, on parle beaucoup d'éducation bienveillante et évidemment que je m'inspire de ça et tous les parents qui aiment leurs enfants s'inspirent de ça. Et parfois, jeter une poubelle sur le lit de son enfant, c'est bien. Alors, j'irai pas jusque-là, C'est mais pas je dirais qu'il- Les coquilles d'œufs, non, c'est pas Alors, rigolo. bon, je pense qu'il faut avant tout ne pas être malveillant, ça c'est Voilà. certain. Mais il faut se souvenir que la vie, elle n'est pas toujours bienveillante avec nos enfants. Hein. Et peut-être leur dire, tu sais, un jour, tu vas te retrouver peut-être en coloc avec un copain, et ton copain, il va pas ramasser tes papiers et te les mettra dans ton lit. Il faut que tu en sois conscient. Hein. Est-ce que c'est la même chose avec le conjoint? Parfois, on va attendre le moment du divorce ou de la séparation pour dire tout ce qui ne va pas, alors que dans la relation, il faut fixer des limites et dire peut-être les choses justement quand ça ne va pas pour éviter d'aboutir. Il y a beaucoup de gens qui au se divorce. confient comme ça à la fin. Ils disent, bon, tu sais, ça, j'ai jamais supporté chez toi, mais ça n'a plus aucune utilité, en fait. C'est trop tard souvent. Et oui, parce que l'autre a envie de changer. C'est pas forcément d'ailleurs parce qu'il a envie qu'il va réussir à le faire, mais il aimerait quand même qu'on le quitte pas. Par rapport aux limites, je crois que les limites, elles sont différentes selon chacun, et ce sont d'abord les limites qu'on a reconnues en soi. Hein, parce que il arrive qu'on supporte des choses en sentant bien que ça nous gêne, mais on n'a pas vraiment identifié. Et il est important, d'où l'importance de se connaître soi-même, hein, on revient toujours à la même chose, de clarifier soi-même. Est-ce que ça, je supporte ou pas? Parce que ce qu'on n'a pas identifié clairement en soi comme limite et comme besoin fondamental, on va avoir du mal à l'expliquer à l'autre. Mais l'autre, il a besoin qu'on lui explique. Ça, je ne peux pas supporter que tu le fasses. Et ça, bon, d'accord, mais pas trop souvent. Si on ne lui dit pas, il ne peut pas le deviner. Et on a souvent tort, souvent les femmes d'ailleurs sont plus comme ça. On imagine que parce que l'autre nous aime, il doit lire dans nos pensées. Eh ben non, il ne lit pas dans nos pensées. Revenons à notre ado insupportable. Les confrontations avec eux peuvent être même parfois violentes. Hein. Il y a des ados qui peuvent insulter leurs parents, ça peut aller jusque-là. Jusqu'où on est censé supporter l'agressivité d'un ado? Parce que, je sais pas, un ado qui hurle, ça tu m'aimes pas, je te déteste, ça crie, on fait claquer quoi? une porte, parce que ça peut être un signe Parce que bon, de ouais, c'est ça, violence, c'est-à-dire bien je sûr. claque la porte, tu me saoules, ou jeter une chaise, peut-être que ça peut arriver à certains. Un enfant qui casse des trucs, qu'est-ce qu'on fait? Comment on réagit sur le moment, en tout cas? En dehors de la... Bon, on a déjà dit, on peut éventuellement quitter la pièce, partir, ok, mais sinon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ça dépend, je crois, de chacun. Hein, il y a des gens qui sont allergiques à la violence et qui vont être complètement paralysés. Il y en a d'autres. Moi, j'ai eu un père et son fils dans mon cabinet un jour. Ça a été, moi, je suis rentrée, c'était un vendredi soir. Heureusement, j'étais épuisée. Où en fait, le fils a provoqué le père. Il a provoqué. J'ai essayé de faire tout ce que je pouvais pour les calmer. Et à un moment, le père lui a dit: si tu t'avances plus, tu vas recevoir un coup de boule. Ouais. Et j'ai vu. Il allait le faire. Le père faire, alors c'était pas un gros coup de boule, hein. Il a avancé de 2 cm, il a touché la tête de son fils. Son fils est parti en criant, etc. Le fils est parti dans une autre pièce, le père dans l'autre, le père pleurait, le fils après me prenait à témoin, vous vous rendez compte de ce qu'il m'a fait, etc. J'ai calmé le fils, après je suis allée parler au père. Et en fait, ce qui est ressorti de cette séance, et heureusement que ça n'est arrivé qu'une fois, ce qui est ressorti de cette séance, c'est que enfin le fils avait trouvé la limite. Ouais. Il cherchait son père, il le cherchait physiquement, il le provoquait, hein, il Il lui le donnait des poussait, coups dans ouais. l'épaule, parce qu'il voulait sentir physiquement qu'il y avait un mur, qu'il y avait quelque chose et que son père était là. Hein. Voilà. Alors, je suis évidemment pas en train d'encourager la violence. Hein. Bien sûr, non. Moi, j'y suis en plus assez allergique. Ça a été vraiment très éprouvant pour moi, cette séance. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la violence, elle veut dire quelque chose. La violence, on dit, c'est l'échec de la parole. Mais si sur le moment, il y a échec de la parole, après, on peut parler. On peut parler. Une fois que la chaise est tombée par terre, ok, on fait quoi maintenant?
Qu'est-ce qui se passe, hein? Il y a une phrase magique qui fonctionne quand même très souvent, même après des crises comme ça, c'est « allez, viens faire un câlin ». Et là, on sent au départ... Ça retombe d'un coup. Voilà. Mais oui. Il a cassé la chaise, Jimmy, et qu'est-ce qu'on dit? Viens faire un câlin. Je veux dire, on va chez Bricorama la réparer. Aussi pour la réparer. Et après, on ira chez Bricorama. Hein, parce que c'est peut-être important qu'ils comprennent de réparer la chaise. Quand on casse quelque chose, il faut réparer après. Vous connaissez peut-être cette histoire des clous dans la clôture? Non. Hein, elle est formidable, cette histoire. Il y a plusieurs versions, je vais essayer de la faire courte. C'est un petit garçon qui est très colérique et qui casse des choses. Dès qu'il n'est pas content, il balance un truc, il casse. Et son grand-père, un jour, lui dit, tu sais, moi, je vais t'aider à sortir de ça. Et donc, je te propose une chose. Chaque fois que tu vas te mettre en colère, tu vas aller planter un clou dans la clôture au fond du jardin. Alors, le premier jour, il plante 17 clous, le deuxième 14. Et puis, au bout de quelques semaines, il a tellement honte du nombre de clous qui sont dans la clôture qu'il va faire vraiment attention. Et au bout de quelques mois, il arrive enfin, pour la première fois, à une journée sans avoir planté un clou. Et là, le grand-père lui dit, écoute, c'est super, c'est une première étape là, très très importante. Maintenant, je te propose une chose, c'est que chaque jour où tu ne te seras pas mis en colère, on va enlever un clou. Un seul. Ah oui. Et des années plus tard, le grand-père est âgé, le fils est adulte, il a des enfants lui-même, et il arrive enfin à cette journée où il enlève le dernier clou. Et là, le grand-père lui dit, tu vois, c'est formidable, tu as eu la patience de réparer, en fait, la majeure partie de tes colères, mais maintenant, regarde tous les trous. Il va falloir les reboucher. Oui. Voilà. C'est une belle histoire. C'est-à-dire que même si on répare la chaise, pour reprendre votre exemple, le temps qu'on aura passé et la blessure qu'on aura peut-être infligée à nos parents ou à notre sœur qui a entendu, qui s'est fait traiter de je ne sais quoi, ça, il va falloir aussi le réparer. On devrait raconter l'histoire à tous les adolescents. Elle est merveilleuse, cette histoire. J'aime beaucoup. Et justement, parents qui parfois sont épuisés, et c'est vrai que notre niveau de fatigue peut influencer sur le degré de patience qu'on peut avoir, et peut-être qu'on est parfois injuste, nous, parents, avec un enfant qui a fait une petite bêtise, mais comme on a passé une sale journée, que ça se passe pas très bien, forcément. Ils prennent pour les autres. Ils prennent pour les autres. Et donc, peut-être nous aussi nous remettre en question quand il y a des conflits qu'on n'arrive pas à désamorcer. Oui. Je crois qu'on peut le dire aussi à nos enfants. C'est vrai, ça m'arrive de pas être juste. Mais dans la vie, c'est pareil. Tout n'est pas toujours juste. Il faut, là encore, se connaître et être conscient de l'état dans lequel on est. Quand on arrive du travail fatigué, on peut le dire. On peut dire ce soir, je suis super fatiguée, soyez sympa avec moi. Moi, ça m'est arrivé de dire ça. Et puis, on peut mettre en place des petits rituels pour se poser, pour se reposer. Pourquoi pas prendre 5 minutes pour aller prendre une douche, pour se délasser. Pour arriver à aborder cette autre partie de la journée de manière plus paisible. Dites d'ailleurs, cette histoire de rituel, c'est intéressant dans votre bouquin, c'est une petite partie là-dessus, effectivement, mais se délester avant l'entrée dans la maison même, pour redonner une sorte de caractère sacré au foyer, c'est ça? Oui, je crois, moi, fondamentalement... J'en peux plus, mais je fais un petit truc. Donc ça peut être une douche, mais ça peut être quoi d'autre? Alors ça peut être plein de choses, ça peut être déjà prendre conscience qu'on va rentrer dans un espace sacré parce que c'est notre maison, c'est le lieu de notre intimité et c'est le lieu des relations avec les gens qu'on aime. Une relation, c'est sacré. Quand on est avec quelqu'un, on ne se comporte pas de la même façon que quand on se comporte seul. Moi, ici, je ne mets pas les pieds sur la table. C'est normal parce qu'on respecte les gens avec qui on est. Donc ça, c'est la première chose. Retrouver l'importance de la relation et du respect qu'on doit aux autres. Et notre stress, les autres n'ont pas à le supporter. Alors, comment faire? Ça dépend là encore de chacun. Ça peut être prendre 5 minutes pour boire un verre d'eau. Ça peut être enlever ses chaussures, prendre le temps de ranger ses affaires tranquillement plutôt que de tout balancer, le sac, la veste, etc. Parce que ça permet déjà de baisser le rythme. On arrive, on vient des transports, de la voiture, de je ne sais quoi. Il faut baisser le rythme. Ça, c'est la première chose. Et puis après, il y a peut-être des choses précises qu'on peut faire. Moi, quand je sens que je suis trop fatiguée, j'allume une petite bougie chauffe-plat et je la mets sur mon piano qui est dans le séjour. Et c'est ma manière de brûler tout ce qui m'encombre. Et puis finir par avouer que les relations parfaites n'existent pas et qu'on fait de notre mieux. Car parfois, quand on regarde Instagram, on a des familles épanouies avec l'enfant. Oui, on voit toutes les photos parfaites. Ils sont tous habillés pareil à Noël. Là, moi, j'ai vu. Là, je me dis toujours, ils sont magnifiques chez eux. Il n'y a pas de dispute. Mais non, alors que les miens, ils louchent, ils sont en train d'avoir une crotte de nez, ils se bagarrent, ils ne regardent pas la caméra, c'est flou. Et donc, c'est la guerre. C'est la guerre. On peut imaginer d'ailleurs que la famille dont vous parlez sur Instagram, elle a passé des heures à se disputer pour savoir quelle photo ils allaient mettre. Mais on fait ce qu'on peut, c'est important. La famille n'est pas parfaite. Pourquoi? Parce que nous sommes changeants. Nous avons du stress, nous avons des soucis, nous avons des incohérences. Nous avons des jours où nous sommes de bonne humeur et d'autres fois non. Et il ne faut pas oublier, je crois que c'est peut-être un mot intéressant pour la fin, que les autres nous supportent aussi comme ça.
Et rien que pour ça, on peut parfois aussi leur tirer notre chapeau. Merci beaucoup Anne-Catherine de nous avoir accompagnés cet après-midi, de nous avoir guidés vers une vie de famille plus sereine. Pour ceux qui voudraient en savoir plus, je peux que rappeler le livre que vous venez de publier, Une famille enfin paisible, sortir du cycle des conflits, publié aux éditions du Rocher. Merci encore. Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed. Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Et à présent, nous allons tous ensemble soigner notre apparence avec la routine beauté de Benjamin Lévesque. Aujourd'hui, Benjamin, vous allez prendre soin de notre cuir chevelu puisque vous allez tout nous dire sur les pellicules. Ça vient d'où, pour commencer, les pellicules? Pourquoi on en a? Eh bien, la plupart des pellicules sont dues à des champignons. Et il faut savoir qu'en temps normal, eh bien, les cellules de votre cuir chevelu se renouvellent en moyenne tous les 28 jours. Mais avec ces champignons, eh bien, tout ce processus de renouvellement des cellules, eh bien, il va s'accélérer et se faire en seulement 6-7 jours. Conséquence, eh bien, les petites peaux mortes vont s'accumuler. Ça va faire des petits flocons et ça s'appelle des pellicules. Flocons, ça a l'air mignon, mais c'est pas toujours Ouais, mignon. c'est moins sympa. Et d'ailleurs, je crois qu'il existe 2 types de pellicules, Benjamin. Lesquelles? Eh oui, Jamie, les pellicules grasses et les pellicules sèches. enfin, vous le savez. Et pour savoir les différencier, eh bien, je vous propose d'écouter le coiffeur Axel Joubert. Il y a les pellicules sèches qui sont, comme son nom l'indique, très sèches, très volatiles. Tout simplement en se frottant la tête et en voyant si les pellicules se déposent sur les épaules, là on va constater que ce sont des pellicules sèches parce qu'elles sont très volatiles. Et les pellicules grasses qui collent au cuir chevelu, qui sont légèrement jaunâtres, avec un amas de sébum aussi qui va se joindre à ça. Benjamin, est-ce qu'on sait pourquoi certaines personnes ont des pellicules et d'autres pas du tout? Alors, de façon générale, les spécialistes estiment qu'une personne sur 2 fera des pellicules dans sa vie. Quand même. Il existe des facteurs de risque. On sait que les fumeurs auront tendance à faire des pellicules, tous ceux qui mangent trop gras ou trop sucré, et surtout ceux qui sont particulièrement stressés. Et qu'est-ce qu'on peut faire justement, Benjamin, contre ces fameuses pellicules? Oui, ça vous intéresse? Alors, Eh oui, la solution. La Vite. solution principale, c'est, roulement de tambour, un shampoing anti-pelliculaire. Bah, merci d'être venu, on Benjamin aurait pas Lévesque. pensé à Eh oui, je sais ce que vous vous dites, Jimmy, une semaine d'enquête pour ça. Mais je me suis toujours demandé ce qu'il y avait d'aussi magique dans C'est ces vrai, shampoings. remarquez, je sais pas. Et on a enfin la réponse avec Marine Perron-Léonard, elle est directrice de la marque Eugène Fermat. Qui contiennent en général des antifongiques. Alors souvent, ils consistent à attaquer le problème en tuant les levures, les champignons, les malacésias, qui sont responsables des pellicules. Donc ces traitements-là, il faut les utiliser 2 à 3 fois par semaine. Donc il faut faire un shampoing en se mouillant préalablement les cheveux, en mettant un petit peu de ce shampoing. Il faut laisser agir le shampoing avant de le rincer quelques minutes, 2-3 minutes. Et ensuite, il faut rincer doucement. C'est pas la peine de frotter, parce que plus on frotte quand on a des pellicules, moins bien c'est. Voilà. Donc il faut simplement masser doucement et faire un rinçage abondant du shampoing en question. Et le shampoing antipelliculaire est aussi efficace pour les pellicules sèches que les pellicules grasses. Est-ce que vous avez trouvé éventuellement, Benjamin, parce que ça intéresse souvent nos auditeurs, des méthodes naturelles contre les pellicules? Bien évidemment, d'abord avec une plante, l'aloe vera. Alors ça ne va pas combattre la cause des pellicules, mais ça va soulager, ça va hydrater son cuir chevelu. Il faut l'utiliser le matin, comme nous l'explique le naturopathe Loïc Tarnicien. On peut l'utiliser comme gel, parce que l'aloe vera va durcir un tout petit peu, il va permettre d'hydrater le cuir chevelu, d'hydrater le cheveu en même temps. Ou la deuxième utilisation, c'est directement après avoir pris sa douche ou après avoir pris son bain, eh bien, les sécher légèrement les cheveux et faire un petit masque à l'aloe vera. Et il n'y a pas nécessairement besoin de rincer après, parce que l'aloe vera va tout simplement hydrater le cuir chevelu et le cheveu. Et autre recette de grand-mère, le vinaigre de cidre de pomme. Alors c'est un très bon moyen pour freiner justement la production de pellicules, comme le dit notre naturopathe. Ça va avoir la propriété de rééquilibrer le pH au niveau du cuir chevelu. C'est aussi un très bon régulateur au niveau du sébum. Et la manière de l'utiliser, c'est assez simple. Il suffit de mettre 1 cuillère à soupe de vinaigre de cidre de pomme dans à peu près 1 litre d'eau et d'utiliser ça comme après-shampoing. Ça va rendre le cheveu beaucoup plus brillant, ça peut les défriser pour les personnes qui ont des cheveux un tout petit peu plus ondulés et ça va permettre vraiment d'enlever tous ces squames, en fait, toutes ces pellicules, tant sur le cuir chevelu que sur ce qui est déjà sur les cheveux. Allez, un dernier remède pour la route, une infusion, non pas à boire Mélanie, mais à appliquer comme un après-shampoing. Il suffit de mélanger du thym, du romarin et de la sauge et vous serez enfin débarrassé de vos pellicules. Et en plus, donc, on a le vinaigre de cidre pour les cheveux et la salade, l'infusion pour les cheveux et pour dormir. C'est parfait, Jimmy, on est nickel là. Plus besoin d'aller au restaurant. Voilà, tout est dans l'assiette. Tout est dans l'assiette. Merci beaucoup, Benjamin, pour ce conseil beauté du vendredi. Sans rendez-vous sur Europe 1. La santé, le bien-être et la sexo, c'est sur Europe 1. Nous sommes avec vous depuis 15h. C'est Catherine Blanc qui entre en studio
à l'instant. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Catherine, Jimmy, restez bien là, fidèle au poste. De toute façon, il ne veut jamais partir avant que vous partiez, que vous arriviez, parce que c'est le moment qu'il attend de l'émission. Mais tout Europe 1 attend ça, mais je suis le seul à l'avouer. C'est la seule nuance. Car tout le monde écoute ça plus que mes conseils. Ça commence à être un peu vexant. On parle beaucoup de la chronique de Catherine. Bon, Catherine, on va finir la semaine avec une question d'un auditeur anonyme qui nous a envoyé sa question par mail. Catherine, trouvez-vous anormal de préférer à la relation de couple la variété des relations sexuelles, le plaisir de multiplier des expériences nouvelles et ce qu'elles offrent de richesse par leur originalité, un peu comme sur le plan gastronomique, on apprécie de varier les plaisirs. Alors Catherine, est-ce qu'on peut comparer nos relations sexuelles à la gastronomie? Vous l'avez déjà fait, je crois, dans cette émission. Parfois, vous parlez de nourriture. Oui, alors encore une fois, ce n'est pas du tout la même chose, évidemment, mais c'est une façon parfois d'illustrer les choses. Là, je pense qu'il n'est question que d'illustration, enfin j'ose l'espérer. Parce que autant je vous conseille en effet de varier les épices, les mariages, les herbes aromatiques, les différents légumes, voilà, tout ça, exactement, les mariages de légumes et de protéines. Autant dans la sexualité, on n'est pas toujours obligé au nom de la gastronomie, de faire ces mêmes mariages et ces mêmes variétés au quotidien. Maintenant, est-ce que c'est anormal? Ça ne me regarde pas. Comme vous le savez, je ne trouve rien d'anormal dans la mesure où c'est le respect de soi et de ses élans. Je pense que ce que cette personne, monsieur ou madame, je ne sais pas, veut évoquer, c'est en tout cas le fait que que chaque relation offre son lot de qualité, son lot de richesse, et qu'à ce titre, eh bien, c'est un grand voyageur ou une grande voyageuse qui a besoin de se nourrir d'expériences nouvelles. Après, c'est un choix qui est mis en avant et qui peut être très joli avec une vraie qualité relationnelle, mais qui du coup fait l'économie de la construction d'une relation. À mon avis, Jimmy est perplexe, mais on va le laisser intervenir. Non, mais vous parlez de voyageurs et de voyageuses. Si c'est un homme, c'est un voyage vers des vagins. C'est différent d'un voyage en train ou en avion. Là, on parle clairement, il faut dire les choses. Le plaisir de multiplier les expériences nouvelles. D'être polygame. Le polyamour, polygamie, l'infidélité, on peut appeler ça comme on veut. Je ne sais même pas s'il est en couple avec quelqu'un, ou elle, d'ailleurs, on ne sait pas. Mais du coup, on peut pas. Voilà, c'est juste le plaisir charnel de partager de nouvelles expériences. Mais ça n'a rien à voir avec l'alimentation. Oui, non, bien sûr que ça n'a rien à voir, mais c'était une illustration. Je pense que, bien sûr qu'on peut se dire que c'est assez pauvre parce que c'est simplement pour la sexualité, mais pas sûr. Peut-être que cette personne aime une qualité de relation, même si elle est sans lendemain dans la construction. Encore une fois, il y a des gens vraiment heureux comme ça qui vont toute leur vie papillonner. Oui, qui ne connaîtront pas la vie à deux, qui ne chercheront pas à être parents. Et ça leur convient tout à fait. Oui, jusqu'où peut-être un jour où ils sont rattrapés. Ça cache pas quelque chose, un manque de quelque chose ou une peur d'un truc? Moi, j'ai du mal à imaginer qu'on n'est pas fait pour finir en couple quand même. Je pense que ça peut être parce qu'on a du mal à faire de la place à l'autre auprès de soi. Ça peut être parce qu'on a du mal à être contraint par l'autre, qui oblige à des tas de renoncements de soi, bien évidemment. Ça permet peut-être de faire l'économie de la paternité ou de la maternité parce que ça fait peur. On peut être en couple sans être parent, et c'est très bien, mais là, c'est vraiment une idée de papillonner sans cesse jusqu'au bout de la nuit. Alors, c'est peut-être pas d'abord tous les jours, mais c'est en tout cas sur la longueur d'une vie, la possibilité effectivement de rencontrer des gens, de découvrir des choses. Et c'est aussi la compétence à savoir rester seul. Encore une fois. On peut varier les plaisirs comme ça dans un couple. Je veux dire, c'est pas tous les jours pareil, la sexualité, c'est pas tout. Non, là, il parle de diversifier, comme les plats, comme les machins. Mais même dans un couple, on n'est pas pareil au début d'une relation qu'au milieu. Enfin, même dans une vie de couple entière, les choses vont varier, vont bouger. Bien sûr, mais vous avez tout à fait raison. Elles vont même s'amenuiser. Et puis, après, on va essayer de les renourrir pour qu'elles pétillent à nouveau. En fait, il y a toujours des choses qui sont simples dans la relation parce que la majorité d'entre nous se mettent en couple, construisent une vie. Et donc, du coup, on est dans la sécurité de ces liens. Et ce qui va être compliqué, c'est de pouvoir faire de la nouveauté dans la sécurité de ces liens. Et de voir qu'on n'est pas obligé d'être toujours créatif. Et à l'inverse, il y a des gens qui ne vont pas investir là-dedans et qui vont faire avec justement une vie assez solitaire et de partage ponctuel. Là, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui consomme tous les jours, mais dire de partage ponctuel. Et on peut considérer que c'est au moins une compétence, c'est de savoir faire seul quand d'autres ne savent pas vivre seul aussi. En cette période difficile de Covid, avoir au moins une personne avec qui partager un moment, c'est déjà bien. Donc, avant d'en chercher 10, il faut en avoir une, c'est déjà bien. C'est ça. Non, mais je ne pense pas que cette personne... je pense pas que cette personne veut simplement voir s'il n'est pas normal. Et non, il n'est pas normal. C'est, en tout cas, pour répondre à la question, non. Catherine, alors je ne sais pas qui a posé la question puisqu'elle est anonyme, mais cette personne n'est pas normale. C'est sa vie et évidemment, comme vous le disiez tous les deux, on peut s'interroger sur le pourquoi du comment, mais si cette personne est bien
eh bien qu'elle soit bien et qu'elle se réjouissent de ces plaisirs gastronomiques de ces et autres. D'accord. Voilà, exactement. Merci beaucoup Catherine pour tous vos précieux conseils. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end. Tout de suite, c'est Mathieu Noël et Stéphane Bern, historiquement vôtre. Bonjour Stéphane, bonjour Mathieu. Bonjour Mélanie. Mais qu'est-ce que je vois à votre cou et à votre main aussi. Ouh, de fort beaux diamants. Oui. On est au moins sur du 30 carats. Oui. Alors aujourd'hui, effectivement, nous consacrons notre émission aux croqueuses de diamants. Marie de Médicis, reine de France, qui a eu le beau Sancy. Non, c'était pas un amant, c'était un bijou. Et puis Elisabeth Taylor, qui collectionnait les amants, les maris et les bijoux. Oui. Et puis vous avez choisi une chanteuse qui chante les bijoux. Qui chante les diamants. Les diamants, surtout, oui, vous connaissez diamants. son tube, Stéphane, vous le chantez sous la douche. Diamonds in the sky. Shine like diamonds in the sky. Rihanna, vous connaissez Rihanna quand même. Évidemment, j'adore. Bah évidemment, voilà. Je vous raconte le destin, vous allez voir étonnant, de Rihanna qui chante les diamants au lieu de les porter. Oh, ça va être magnifique, je suis sûre. Ouais. Je vais rester à l'écoute, bien évidemment, avec le docteur Jimmy Mohamed. Et vous aussi, je vous le conseille, restez avec nous sur Europe 1.